le monde et bienvenue à cette conférence du Centre Action Génération des aînés. Je suis heureuse de vous accueillir. Mon nom est Julie Mercier, coordonnatrice des activités au Centre Action Génération des aînés Vallée de la Lièvre. Ce matin, nous allons avoir une super conférence. Vous allez avoir de merveilleuses informations avec Mme Mélanie Paillargeon. Mais avant de mieux présenter Mme Mélanie, j'aimerais vous dire que cette conférence-là, si on l'a, c'est grâce à une collaboration de la Caisse populaire du Cœur des Vallées. Et pour ça, pour transjuger cet échange-là, cette collaboration-là, j'ai travaillé avec Mme Joanne Portelance, qui est ici à l'arrière dans la salle, et que je tiens à remercier. Merci beaucoup, Mme Portelance. Très belle collaboration. Et là, dans la conférence qu'on va avoir ce matin, on va parler de plein de sujets. C'est écrit sur la fiche. Vous allez apprendre plein de choses, et moi aussi, j'en suis persuadée, avec Mme Mélanie Paillargeon, qui est conseillère... conseillère en sécurité. Elle est conseillère en sécurité au Mouvement des Jardins. Elle pourra répondre à toutes vos questions. Et moi, par la suite, je reviendrai vous dire un petit mot de conclusion. Alors, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Amusez-vous bien, tout en étant un peu sage. Non, pas besoin d'être sage. Alors, bonjour, vous allez bien? Est-ce que tout le monde m'entend bien ou je vais avoir besoin du micro? Je devrais être correct, hein? Je pense qu'habituellement, là. Mon père et maman me disaient que je parlais fort. Ça rend c'est utile, là, aujourd'hui. Je vous remercie d'abord pour votre présence à cette conférence et j'aimerais remercier également les organisateurs de la conférence pour m'avoir invité à venir parler d'un sujet que je trouve très important. Là, j'ai su ce matin qu'on était télévisé. Avoir su, je m'aurais maquillée un peu, j'aurais mis ma robe à paillettes, mais en tout cas, regardez, ça va faire de même. Donc, on va passer le prochain 45 minutes, la prochaine heure ensemble. Comme disait Julie, on va garder les questions à la fin, mais vos questions sont très importantes pour moi. Donc, s'il vous plaît, les annoter et puis on va pouvoir en discuter à la fin de la conférence. Donc, c'est une conférence qui s'intitule « Transiger en toute sécurité ». Donc, on va voir un petit peu comment on fait pour protéger nos avoirs et notre identité. Et puis, je pense que ma présence ici ce matin est vraiment tombe très bien parce que j'ai eu des échos qu'il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans la région présentement avec des appels téléphoniques, de l'hameçonnage, du clonage. Donc, je pense que c'est doublement important là, d'en parler pour être capable de bien se protéger. Donc, finalement, ce qu'on fait ensemble ce matin, c'est de la sensibilisation. Donc, on veut vous sensibiliser au risque du vol d'identité pour être capable ensuite de mieux se protéger. Donc, c'est certain, quand on ne sait même pas comment ça se passe puis que ça se passe, c'est difficile de se protéger. Une fois qu'on est au courant des stratégies des fraudeurs, bien, on est plus apte à modifier nos comportements pour être capable de mieux se protéger. Donc, c'est un petit peu ce qu'on veut faire ensemble. Petite question comme ça là, pour se réchauffer. Qui a verrouillé la porte de sa maison avant de partir? C'est un petit geste, un petit comportement qu'on fait maintenant, que tout le monde fait pour se protéger. Donc, si je regarde, parce que là, moi, je regarde, quand j'étais jeune, on ne barrait même pas notre porte. Hein? On ne la barrait même pas. Puis, soudainement, il y a eu des vagues d'entrée par infraction qui ont fait en sorte qu'il faut modifier nos comportements pour être capable de se protéger. Si on oublie de barrer notre porte, est-ce qu'on va être victime de vol? Pas nécessairement non plus. OK? Donc, c'est certain qu'on a plus de chances que le voisin d'en face, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on va être victime de vol par infraction. Donc, c'est un petit peu le même réflexe que je veux créer avec la protection de nos renseignements et la protection de nos informations et de nos avoirs aujourd'hui. Donc, c'est juste de modifier nos comportements. Donc, le comportement de barrer notre porte, on l'a modifié au fil des années. Et puis là, on sait qu'il y a une vague de fraude et de vol d'identité qu'on vit, mais est-ce qu'on a modifié nos comportements en conséquence? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de se protéger. Si on y va d'un point de vue statistique uniquement, on dit que 80 des victimes de fraude commises par téléphone sont des personnes âgées de 60 ans et plus. Donc, on parle vraiment de la fraude téléphonique. Là. Quand on vous appelle et puis on vous fait miroiter là, des belles croisières gratuites en vous demandant vos numéros de compte, vos numéros d'assurance sociale, etc., etc. Donc, ça peut être un.
L'autre qui circule aussi présentement, c'est les appels téléphoniques qui vous disent que vos informations personnelles, ou plutôt vos cartes de débit, vos cartes de crédit ont été compromises. Donc ça, c'est celui qui circule dans la région présentement. Je vais y revenir là-dessus. 16 des gens de 50 ans et plus ont été victimes de fraude ou de vol d'identité. Donc, le vol d'identité, écoutez, c'est le crime du 21e siècle. Et ce n'est pas Mélanie de la Fédé de Desjardins qui dit ça, c'est vraiment le gouvernement canadien. Le gouvernement canadien parle du vol d'identité, ça fait déjà quelques années de ça. Et puis, il faut s'en préoccuper. Donc, c'est très, très, très important de respecter ou plutôt de protéger nos avoirs et notre identité. 40 des aînés admettent utiliser leur carte débit et crédit de façon peu sécuritaire. Donc, cette petite bébête-là que je vais parler quasiment tout au long de la conférence, on l'utilise comment? Okay? Est-ce qu'on la prête? Est-ce qu'on donne notre NIP? Est-ce qu'on fait notre NIP à la vue de tout le monde? Est-ce que nos comportements reliés à l'utilisation de la carte, est-ce qu'ils sont sécuritaires? 22 des personnes ont affirmé avoir divulgué leur numéro d'identification personnelle à un membre de la famille ou à un ami. Donc, ça aussi, votre numéro d'identification personnelle vous appartient. Okay? C'est important de ne pas le donner à personne. Donc, ça, c'est au niveau, et 18 sont même allés jusqu'à prêter leur carte de débit ou de crédit. Donc, c'est important, encore une fois, votre carte vous appartient. Des fois, je fais l'analogie parce qu'il y a des membres qui sont venus me voir à un moment donné et ont dit « Ouais, mais c'est pas grave, là, si je prête ma carte à ma fille puis je donne mon numéro d'identification personnelle, je l'autorise à aller faire la transaction finalement pour moi à la caisse. » Puis je pose tout le temps la question, dans le temps qu'il n'y avait pas de carte, est-ce qu'il y en a qui envoyaient leur fille puis qui disaient « Tu as juste à forger mon nom sur le bordereau de retrait, ça va faire pareil. » Jamais on faisait ça. OK? Jamais. Ce n'était pas, on dit, voyons, on ne peut pas faire ça. C'est la même chose au niveau de la carte. N'oubliez pas que votre numéro d'identification personnelle, c'est votre signature électronique. Donc, si vous avez assez confiance en un membre de la famille pour faire des transactions pour vous, il y a d'autres solutions qu'on va vous offrir. Il y a d'autres façons qu'on peut encadrer les transactions pour s'assurer que tout le monde impliqué dans la transaction soit sécuritaire et que tout soit fait de façon sécuritaire également. Donc, ça, c'est au niveau statistique. Donc, c'est certain que les statistiques sont là, OK? Mais le but, encore une fois, puis j'insiste, c'est pas de vous faire peur. OK? Donc, je veux pas non plus que le monde sorte ici, là, puis, regarde, c'est fini, je donne plus mon nom à personne, je donne plus mon numéro de téléphone. C'est pas ça non plus, mais encore une fois, c'est de faire de la prévention et de la sensibilisation. La peur, ça donne à rien. La peur, c'est les fraudeurs qui l'utilisent. Donc, je vais laisser ça de côté. Au niveau de la protection chez Desjardins, c'est certain que Desjardins agit contre la fraude et le vol d'identité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui sont mis en place pour assurer la protection des membres des sociétaires. Il y a des remboursements en cas de perte également. Donc, ce qu'on vous dit un petit peu, puis ça marche comme ça dans toutes les institutions financières, ce qu'on vous dit, c'est que, regardez, on vous donne des trucs pour vous protéger, on vous donne des trucs pour modifier vos comportements. Mais en bout de ligne, si vous êtes quand même victime de fraude, on va vous rembourser, on va vous supporter, on est quand même là pour vous autres. Je reviens avec mon exemple du début, même affaire avec la porte de la maison. Donc, on dit, bon, ben oui, il faut que tu barres la porte de ta maison, mais si tu es quand même victime de vol par effraction, bien, c'est certain qu'on a une assurance et il y a quelqu'un qui va être capable de nous soutenir et de nous rembourser en cas de perte. C'est un petit peu le même principe. C'est certain aussi qu'on peut vous soutenir tant si longtemps que vos comportements sont sécuritaires aussi. Okay? Donc, si on choisit un numéro d'identification personnelle qui ressemble à 11111, bien, c'est peut-être pas le meilleur comportement. Si on donne notre carte à tout le monde et puis n'importe comment, c'est peut-être pas un bon comportement également. Donc, on va voir quels sont les comportements sécuritaires qui sont censés entourer la carte d'accès. Pour vous expliquer aussi un petit peu les programmes de Desjardins, quand je vous disais qu'on a beaucoup d'outils et beaucoup de programmes qui font en sorte qu'on vous protège, on a des systèmes de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis encore une fois, ici, je réfère à Desjardins, mais toutes les grandes institutions financières au Canada fonctionnent de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que ça veut dire qu'on est capable d'aller détecter une fraude 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Ce qu'on va faire avec les systèmes de surveillance, c'est qu'on va aller voir vos tendances par rapport, vos tendances transactionnelles. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà reçu un appel, par exemple, de Visa ou de Mastercard, vous demandant si vous aviez bel et bien fait une transaction. Oui, hein? Donc, ça ressortit du système de surveillance, ça, dans le sens où Mastercard, à un moment donné, il y a eu un petit drapeau rouge qui est ressorti de l'ordinateur, et puis là, on a dit, ah, attends une minute, là, monsieur ou madame ne fait jamais ce type de transaction-là à cet endroit-là. Peux-tu aller vérifier si vraiment c'est il ou lui qui le fait? Donc, c'est un petit peu ce principe-là qui s'applique. On a eu des cas, par exemple, où on a eu du clonage de cartes. Donc, le clonage de cartes, est-ce que vous savez tous c'est quoi le clonage de cartes? C'est quand votre carte, une carte de crédit ou une carte débit a été copiée et puis il y a quelqu'un qui se promène avec un double de votre carte. Donc, c'est un petit peu le même principe aussi au niveau du clonage de cartes, dans le sens où des fois, on s'est rendu compte que la vraie carte avait été utilisée pour aller dîner au restaurant. Et puis, 1 heure plus tard, il y avait quelqu'un qui achetait un système de cinéma maison à Toronto. Donc, c'est certain que ça ressortait, puis on disait, bien là, ça se peut pas, là. C'est absolument impossible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. On suspend tout. Il faut protéger le membre. Il faut l'appeler. Il faut communiquer avec lui pour lui demander, voir s'il est au courant. Évidemment, on sait que vous n'êtes pas au courant parce que c'est techniquement, c'est humainement impossible de se rendre à Toronto comme ça en 1 heure. Donc, c'est un petit peu ce que le système de surveillance fait. Donc, il se pourrait que vous ayez des appels pour confirmer des transactions. On fait des désactivations de cartes également. Donc, encore une fois, c'est dans le but de vous protéger. Donc, c'est certain que des fois, ça peut être, ça peut pas être le fun, là, parce que là, il faut retourner, il faut appeler, etc. Mais n'oubliez pas que quand on désactive une carte, c'est parce qu'on a vu qu'il y avait eu de la fraude, soit avec la carte ou soit avec le terminal que vous avez utilisé ou le guichet automatique que vous avez utilisé. Donc, des fois, on le fait parce qu'une fraude a été confirmée. Des fois, on le fait par prévention. Donc, on le fait par prévention parce qu'on se dit, bien, regarde, on n'attendra pas qu'il y ait quelqu'un qui l'utilise. On le sait que la carte a été dans un endroit ou dans un guichet automatique qui a été compromis. Donc, si on laisse la carte aller, éventuellement, le fraudeur va l'utiliser. On va la bloquer tout de suite. Donc, il se pourrait que la carte soit également désactivée par prévention seulement. Les technologies sont solides et sécuritaires. Donc, c'est certain que Desjardins est dans les plus hauts standards de l'industrie par rapport aux transactions bancaires et aux transactions informatiques automatiques. C'est très, très, très sécuritaire utiliser la carte débit et la carte de crédit. Très sécuritaire. Donc, c'est certain qu'on entend beaucoup, beaucoup parler de clonage présentement, là, mais quand on parle de statistiques, là, sur l'Association canadienne de paiement, sur les millions de transactions qui sont faites par jour, c'est un faible pourcentage qui sont impliqués dans le clonage. Okay? Donc, ce n'est pas les statistiques ne sont pas si énormes que ça, mais c'est maintenant rendu un outil qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est certain que plus on l'utilise, bien, plus les statistiques vont également, le nombre d'événements plutôt, vont être en conséquence. Et on protège vos informations et votre confidentialité. Donc ça, c'est très, 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 très important pour nous. C'est certain que vous avez confiance en nos systèmes, vous avez confiance en notre organisation, vous avez confiance à la façon dont on traite vos données, votre confidentialité. Donc c'est très, très, très important pour nous de faire tout ce qui est en notre possible pour bien vous protéger et puis pour que vous soyez dans un environnement très sécuritaire. Donc, au niveau de la carte, au niveau de l'utilisation de la carte, est-ce que tout le monde, juste à main levée, tout le monde a la carte à puce maintenant? Oui, OK. Donc, tout le monde a migré vers la carte à puce. La carte à puce est beaucoup plus sécuritaire que la carte à bande magnétique. OK? Donc, ça, c'est certain, certain, certain. Il y a des membres qui ont une carte à puce et puis se sont quand même fait cloner leur carte. Ça se peut-tu? Je pense que oui. Qu'est-ce qui se passe présentement? C'est qu'on a 2 technologies sur la carte. On a la technologie à puce et on a la technologie de la bande magnétique. Si jamais vous avez une carte avec une puce et puis elle a été clonée,
Ce n'est pas la technologie à puce qui a été compromise, mais bel et bien la technologie à bande magnétique. Donc ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, il y a des membres qui pensaient qu'à cause qu'il y avait une carte à puce, là, que c'était impossible de se faire cloner. Et effectivement, puis j'insiste, la puce n'est pas en jeu ici. Okay? Donc la puce est très, très, très sécuritaire. La puce est utilisée en Europe depuis déjà plusieurs années. Encore une fois, ce qu'on vit présentement, c'est qu'ils utilisent la bande magnétique parce qu'on a la double technologie. Donc, c'est certain qu'on a hâte que le Canada au complet migre à la puce. Ça va être dans quelques années encore. Mais présentement, la bande magnétique est utilisée si jamais vous êtes victime de clonage. Donc, la carte à puce, quelques petits conseils, vérifiez vos relevés et vos sols régulièrement. Donc, c'est certain que la meilleure façon de détecter s'il y a quelque chose qui est arrivé avec votre carte ou avec votre compte, c'est en vérifiant vos choses et puis en vous assurant que les transactions qui sont sur vos relevés représentent vraiment les transactions que vous avez effectuées. Avisez immédiatement votre caisse en cas de perte et de vol, très important. Vous perdez votre carte, on appelle, vous avez le 1-800 caisse que vous pouvez appeler la caisse directement également, votre institution financière, peu importe votre carte de crédit ou votre carte de débit. C'est très, très, très important d'aviser immédiatement votre institution financière. Ne révélez jamais votre numéro d'identification personnelle à qui que ce soit. Donc, j'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est important. Numéro d'identification personnelle vous est personnel. C'est comme votre signature électronique. Donc, c'est important de ne pas le donner à personne. Ne prêtez pas votre carte à personne. En fait, ça va de pair. Hein? Parce que si j'apprête, il va falloir que je donne mon numéro d'identification personnelle, sinon il ne pourra pas faire grand-chose avec, à moins que j'utilise ma date de naissance ou à moins que j'utilise 1111 comme numéro d'identification personnelle. Sinon, parce que, puis vous savez aussi, c'est important, quand on parle de clonage de carte, ça prend 2 éléments pour faire du clonage de carte. Oui, ça prend une copie de la bande magnétique et ça prend le numéro d'identification personnelle. On ne peut pas avoir juste un des deux et être capable de faire de la fraude. Ça prend vraiment les 2 éléments. Donc ça, c'est l'autre chose aussi qui est importante. Je vais revenir aussi là-dessus dans 2 petites minutes. Ne perdez jamais votre carte de vue pendant la transaction. Donc là, vous allez remarquer que la technologie a beaucoup changé depuis à peu près 2-3 ans. Par exemple, dans les restaurants. C'est un très bon exemple. Avant, on prenait notre carte, on s'en allait, on revenait, on repartait. Maintenant, ils nous apportent à la table le TPV pour qu'on soit capable de payer en avant de nous. Donc ça, c'est une des raisons pourquoi on a maintenant un beau TPV. Oui, c'est certain que c'est le service à la clientèle parce que ça nous empêche de se promener et de se lever, mais c'est également pour empêcher le clonage. Donc ça, c'est un des éléments. Gardez la carte toujours à la vue. Okay? Donc, si on va faire une transaction et puis la carte disparaît, ne serait-ce pour une fraction de seconde, je suis capable de cloner une carte en faisant ça en dessous du comptoir puis de vous la redonner. C'est aussi rapide que ça. Okay? Ils font juste la passer. Donc, si on la voit tout le temps, le fraudeur n'aura même pas le temps. Il ne pourra pas prendre la banque magnétique. Donc, ça, c'est un premier petit truc. Mémorisez votre numéro d'identification personnelle et n'utilisez pas de combinaison de chiffres faciles à découvrir. Donc, encore une fois, on essaie de se tenir loin des combinaisons qui sont faciles. 1, 2, 3, 4, 5, et puis notre date de naissance. Donc, souvent, c'est les premières combinaisons qu'un fraudeur va essayer quand il va essayer de faire votre numéro d'identification personnelle. Cachez le clavier avec votre corps ou votre main lorsque vous composez votre numéro d'identification personnelle. Donc, comme j'ai dit tantôt, ça me prend la bande magnétique et ça me prend votre numéro d'identification personnelle. Ça fait que si le fraudeur est capable d'avoir la bande magnétique, mais moi, je me cache quand je fais mon NIP, bien encore là, j'adopte un comportement beaucoup plus sécuritaire et je suis beaucoup plus protégée que si là, je fais ça un petit peu là, à la vue de tout le monde. OK? Très important. Parce qu'ils peuvent vous installer des petites caméras aussi. Hein? Des fois, ce n'est pas une personne qui va aller capter votre NIP, mais ils vont installer des petites caméras. Puis maintenant, la technologie d'aujourd'hui, c'est littéralement de sa grosseur-là, les nouvelles caméras. C'est qu'ils vont aller installer ça, mais si on met la main par-dessus, il y aura bien beau avoir une belle petite caméra technologie d'appoint, mais la caméra, elle ne pourra rien
capter étant donné qu'on cache avec notre main notre numéro d'identification personnelle. Ne composez pas votre numéro d'identification personnelle une seconde fois sans d'abord vérifier l'annulation de la transaction précédente. Exigez un reçu. Donc, si jamais une transaction ne passe pas, que ça ne fonctionne pas, assurez-vous d'avoir un reçu comme quoi que la transaction a été annulée avant qu'on la repasse une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. OK? Donc, ça aussi, c'est important. À la fin de la transaction, récupérez votre carte et le relevé de transaction. Donc, assurez-vous comme de raison que la transaction concorde. Puis ça aussi, c'est pour éviter les risques d'erreur, parce qu'il peut y avoir des erreurs aussi. C'est peut-être pas du tout de la fraude, là. Donc, des fois, la personne peut pitonner 100 $ à la place de 10 $ et puis on s'en rend pas compte avant d'arriver à la maison puis de voir notre relevé annuel, ou plutôt mensuel. Changez votre numéro d'identification personnelle immédiatement si vous soupçonnez avoir été observé lors de sa composition. Donc, ça aussi, c'est important. Il y a eu une vague, à un moment donné, de fraude par carte de débit. Ici, dans la région, si ma mémoire est bonne, puis des fois, ma mémoire fait défaut, là, mais si ma mémoire est bonne, ça fait 1 an et demi. Ça fait après 1 an et demi. Dans le bout de Gatineau, là, et puis les gens allaient magasiner dans un grand magasin, que je n'aimerais pas, mais les gens allaient magasiner dans un grand magasin, faisaient la transaction et ensuite, en sortant du magasin, se faisaient approcher par quelqu'un qui voulait des directions. Et puis là, il commençait à aborder, il vous abordait, puis il commençait à vous poser des questions. Tu peux-tu m'aider? Je ne sais pas où aller. Puis on ouvre la carte. Et puis, la prochaine chose qu'on sait, c'est qu'ils nous ont pris notre carte débit. Parce que quand on faisait l'achat, ils nous ont regardé faire notre numéro d'identification personnelle. Et puis, une fois sorti, bien, ils voulaient la carte pour être capable de faire la fraude. Donc, ça aussi, OK, il y a des gens là, qui vont utiliser plein de sortes de méthodes là, pour être capable de vous arrêter ou de vous aborder. OK? Puis, il y en a des gens qui ont vraiment besoin de direction, mais c'est important, par exemple, de bien resserrer la carte dans votre porte-monnaie, dans votre sac à main ou quoi que ce soit pour qu'elle ne soit pas là, à la vue de tous. Et puis, si jamais vous pensez que vous vous êtes fait regarder ou observer en faisant votre numéro d'identification personnelle, vous pouvez tout simplement le changer. OK? Encore une fois, ça prend les deux. C'est que même si la banque magnétique a été compromise, si vous changez votre numéro d'identification personnelle, le fraudeur ne pourra jamais utiliser la carte. Ça prend les deux technologies. Brouillons les cartes aux fraudeurs. Confirmation d'identité au guichet automatique. Ça, c'est quelque chose que Desjardins a, que les grandes banques n'ont pas, que les autres institutions financières n'ont pas. Donc, on en est très, très, très fiers parce que ça vient vous protéger davantage. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, quand vous voulez faire des retraits au guichet automatique, par-dessus un certain montant, vous devez mettre votre date de naissance au guichet automatique. OK? Donc, ça, encore une fois, c'est pour vous protéger. Donc, la façon dont une fraude par carte fonctionne, c'est qu'on va aller chercher votre banque magnétique et votre numéro d'identification personnelle seulement. On n'a pas votre nom, on n'a pas votre date de naissance, on n'a pas votre numéro d'assurance sociale, on n'a rien d'autre que la banque magnétique et votre numéro d'identification personnelle. Et puis, en passant, le numéro d'identification personnelle n'apparaît pas sur votre banque magnétique. OK? Donc, ça aussi, il y a une rumeur à un moment donné qui disait, oui, ils ont juste à mettre ça dans un VCR ou quelque chose comme ça, puis on peut voir le numéro. Non. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est deux technologies qui sont séparées. Donc ici, encore une fois, c'est pour vous protéger davantage. Donc, en sachant que le fraudeur n'a pas la date de naissance, bien, c'est certain qu'on vient vous protéger davantage et on vient sécuriser vos avoirs et votre compte davantage. Ceci étant dit, par exemple, il ne faut pas donner notre date de naissance. On a eu une vague de clonage. Quand ça a sorti, là, on a eu une vague de clonage où le fraudeur avait les dates de naissance de tout le monde. On s'est gratté la tête longtemps. Et on dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Pourquoi? Puis on a commencé à chercher. Puis là, l'enquêteur. Puis là, on fait des recherches. Et puis on regarde. Et puis à un moment donné, l'enquêteur se présente dans le commerce où les cartes ont été clonées pour acheter une pinte de lait. Il dit, moi, toujours bien aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Hein? Je vais aller acheter une pinte de lait. C'est que s'en va là, paye avec sa carte de débit, passe sa carte, met son NIP, et la personne en arrière du comptoir dit, est-ce que ça vous tente de participer à notre concours? On fait tirer un voyage pour aller voir Céline à Vegas. Puis
Pour aller voir Céline à Vegas, bien, ça prend 18 ans et plus. Donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Donc, ils sont allés chercher vos dates de naissance comme ça. Je vous garantis qu'il n'y a personne qui est allé voir Céline à Vegas. OK? Donc, c'est comme ça. Ils sont très, très, très innovateurs. On va leur donner ça, là. Hein? Ils sont très innovateurs, donc c'est important. Puis là, ça va rentrer dans la deuxième partie de la protection de vos renseignements personnels et confidentiels. Ne donnez jamais vos renseignements personnels et confidentiels. Votre date de naissance vous appartient. Votre numéro d'assurance sociale vous appartient. C'est très, très, très important. Habituellement, quelqu'un, par rapport au concours, par exemple, si on veut avoir quelqu'un de 18 ans et plus, souvent, on va demander juste de cocher en attestant que vous êtes 18 ans et plus, et puis ensuite, si vous gagnez, là, ils vont vous le demander. Ou ce qu'ils vont faire, c'est de vous demander votre année de naissance seulement. OK? Donc, juste pour faire un calcul rapide. Mais jamais, ils n'ont pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de votre date de naissance complète. Donc, faites attention à ça quand même. Donc, on a mis en place un système super sécuritaire, mais c'est un comportement qui est apparu, qui a fait en sorte que les membres ont quand même été victimes. Protégez-vous. Donc, ça, c'est pour la fraude par carte de débit. Ce qu'on nous a dit aussi, la nouvelle vague de clonage, là, c'est que maintenant, pour avoir la banque magnétique, vous savez, maintenant, on insère notre carte, OK, pour insérer la puce. Quand on insère une carte de débit, il faut voir, il reste à peu près là, ça de la carte qui est à l'extérieur du TPV ou du machin. Ce qu'on nous a dit, c'est que les nouvelles machines de TPV, là, on les rend quasiment au complet, puis on ne voit quasiment plus la carte, on voit à peu près ça de la carte. Pourquoi? Puis ça, c'est mes machines frauduleuses comme de raison. Donc, pourquoi ils font ça? C'est parce que plus ils insèrent la carte, plus ils sont capables de voir la banque magnétique. Donc, si on insère la carte et qu'on voit les 4 derniers chiffres, puis il reste ça, ils ne peuvent pas voir la banque magnétique parce qu'il en manque un bout. Tandis que si elle rentre, donc ça, c'est la nouvelle vague, ça, là. OK? Donc, faites attention à ça. Si votre carte est rentrée presque en entier, posez-vous des questions, changez votre NIP, appelez la caisse ou appelez... donc, ça pourrait être un signe de clonage. La fraude par chèque, prioriser les transactions automatisées, conserver dans un endroit non à la vue vos chèques personnalisés, conserver un registre pour vérification. Donc, un petit peu le même principe, dans le sens où on regarde ce qui se passe dans notre compte, on s'assure que tout est correct. S'il y a des incohérences ou s'il y a des transactions qu'on n'a pas fait, on prend le téléphone et puis on appelle immédiatement la caisse ou votre institution financière afin de poser des questions. Et puis aussi, si c'est une erreur, on va la corriger. Si c'est de la fraude, nous autres aussi, on va s'assurer de mettre en branle tout notre processus afin de sécuriser votre compte, sécuriser vos avoirs, puis s'assurer que ça ne se passe plus non plus. Donc, le vol d'identité, comme je vous ai dit tantôt, c'est vraiment le crime du 21e siècle. Là, on le voit partout de toute façon. Je pense que ce n'est pas une nouvelle ce matin. On en parle à la radio, on en parle dans les journaux, on en parle à la télé. Je pense qu'il y a des bonnes campagnes de sensibilisation également qui se fait auprès de la population. Et puis, on est de plus en plus protégés et sensibilisés, mais il faut quand même tout le temps être à l'affût. Des fois, tu sais, on s'en rend même pas compte. On donne nos informations, là, puis on s'en rend même pas compte comment c'est important. Il y a eu une étude à un moment donné dans une grande ville canadienne. Et puis, on arrêtait les gens dans la rue. Puis on disait, excusez monsieur, est-ce que vous avez juste 2 petites minutes? J'ai un sondage à vous faire remplir. On essaie de voir c'est quoi les habitudes de fréquentation des cinémas de la population. Donc, quel genre de film vous aimez aller voir? Combien de fois par mois vous allez au cinéma? Est-ce que vous mangez du popcorn? Toutes ces questions-là, super le fun. Donc, les gens qui se faisaient arrêter comme ça se disaient, oui, pas de problème, donne-moi ton sondage, ça va être 2 minutes, 2 minutes. Bon, c'est beau, j'ai 2 minutes à te consacrer, point de plus. Quand on commençait le sondage, on demandait le nom, l'adresse, numéro de téléphone, numéro d'assurance sociale, date de naissance, nom de jeune fille de la mère. Et ensuite, on posait des questions, aimes-tu le popcorn? Hein? Croyez-le ou non, 9 personnes sur 10 ont répondu au sondage de façon intégrale. Donc, on ne s'est même pas posé de questions. Pourquoi qu'ils me demandent le nom de jeune fille de ma mère?
Donc, on remplissait le sondage. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un beau crayon à la fin aussi, là. OK? Donc, c'est certain qu'ils donnaient quelque chose, eux autres-là, là. Donc, encore une fois, posez-vous la question, comment ça se fait qu'ils ont besoin de mon numéro d'assurance sociale? Comment ça se fait qu'ils ont besoin de ma date de naissance? C'est très important. C'est ça qu'ils ont besoin pour faire du vol d'identité. Date de naissance. Puis à date de naissance, en passant, là, je ne sais pas si vous avez entendu des réseaux sociaux, Facebook et compagnie, là, mais il y a plein de monde qui donne leur date de naissance sur Facebook à tour de bras. Les réseaux sociaux ne nous aident pas là, à ce niveau-là. Donc, il faut faire attention, encore une fois, où on met notre date de naissance et nos informations personnelles et confidentielles. Donc, numéro d'assurance sociale à ne pas divulguer, numéro de permis de conduire, numéro de carte d'accès des jardins, numéro de carte de crédit, date de naissance. Bien là, la carte de crédit, c'est certain que si vous faites un achat, vous allez le donner, là. Mais sinon, si quelqu'un vous demande votre numéro de carte de crédit ou quoi que ce soit, c'est des informations qui vous appartiennent. OK? Puis il ne faut pas être gêné de dire non. Parce que des fois, il y a des gens qui se disent c'est bizarre qu'ils me demandent ça, mais ils le donnent quand même. Si vous avez une petite voix qui vous dit comment ça se fait qu'ils me demandent ça, je ne suis pas à l'aise, donnez-les pas. OK? Écoutez-vous. Écoutez votre instinct, parce que souvent, c'est ce qu'on voit. Bien, il me semblait aussi que c'était bizarre, mais elle me le demandait, fait que ça devait être pour une bonne raison. C'est peut-être pas pour une bonne raison. Écoutez-vous. OK? C'est très, 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 très important. Sollicitation par téléphone. On me disait tantôt, quand je suis rentrée, qu'il y a une vague de fraude téléphonique présentement dans la région. On vous appelle et puis on vous dit là, que vos cartes de crédit sont compromises. Vite, 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 appelez, rappelez. Il faut vous parler à un enquêteur ou il faut vous parler à quelqu'un. C'est de la fraude. OK? Très, très, très important. En fait, la règle d'or quand on parle de sollicitation téléphonique, c'est vous ne donnez jamais, encore une fois, vos informations personnelles et confidentielles à quelqu'un que vous ne connaissez pas, même s'il dit d'être de la police. Même s'il dit d'être enquêteur chez Desjardins. OK? C'est important. Vous ne savez pas qui est au bout du fil. Vous savez, les fraudeurs utilisent deux motivations pour être capables d'arnaquer les gens. La peur et ou l'appât du gain. Hein? On branle un billet de 20$, là, puis tout le monde va sauter dessus. Donc, c'est très, très, très important. C'est les deux motivations. Ici, avec la fraude téléphonique qu'on voit dans la région, c'est la peur. OK? On utilise la peur. Hey, attends une minute, là, ma carte a été compromise. Faut que j'appelle, puis tout de suite, là, parce que sinon, ça ne me tente pas d'être victime de fraude, ça ne me tente pas qu'il y ait quelque chose qui m'arrive, ça ne me tente pas que mes cartes soient bloquées, ça ne me tente pas qu'ils me vident mon compte. Et puis là, les palpitations, puis on se dépêche à appeler. OK? Donc, c'est important. Posez-vous la question. Premièrement, jamais, jamais, jamais un employé de Desjardins va communiquer avec vous pour vous demander vos informations personnelles et confidentielles. Jamais. Donc, si on vous demande de confirmer des folios, si on vous demande de confirmer des numéros de carte ou quoi que ce soit, c'est un bon indicateur. Parce qu'il y en a eu aussi des vagues qu'ils se faisaient passer pour des enquêteurs de Desjardins. Donc oui, je suis enquêteur chez Desjardins. On a vu des transactions dans votre compte qui semblaient douteuses. On aimerait vérifier avec vous, mais avant, pouvez-vous confirmer certaines informations personnelles et confidentielles? Ça ne fonctionne pas comme ça. OK? Donc, très, très, très important. On va vous poser des questions personnelles et confidentielles si c'est vous qui initiez l'appel. Donc, c'est certain que si vous appelez au 1-800 caisse ou si vous appelez à la caisse, nous autres, on a la même problématique. Puis nous autres aussi, il faut savoir qui qu'on a au bout du fil parce que tout le monde essaie de nous appeler pour avoir toutes sortes de renseignements. Donc là, on va vous poser des questions, puis on va essayer de vous identifier et de vous authentifier du meilleur qu'on peut, comme de raison. On n'essaiera pas, on va le faire. On va vous identifier, authentifier de la bonne façon. Mais si c'est nous autres qui initient l'appel, on ne vous posera pas de questions personnelles et confidentielles. Il se pourrait, puis j'ai tout le temps une question à mon ami qui dit « Ah, ben moi, j'ai déjà reçu un appel de la caisse. » Et puis là, je pose la question, est-ce que c'était pour un produit en particulier? C'était-tu la saison des REER? C'était-tu pour un sondage sur la qualité des services? Il dit « Ah oui, ah oui. » Donc oui, ça se peut qu'il y ait quelqu'un de Desjardins qui communique avec vous, mais jamais pour vous demander des informations personnelles et confidentielles. C'est plus pour vous offrir des produits, c'est plus pour vous accompagner là, avec des nouveautés ou quoi que ce soit. C'est comme ça, encore une fois, partout. Il y en a qui se disent, je donnais la police comme exemple tantôt. C'est arrivé, ça aussi. Ouais, je suis de la police de Gatineau, est-ce que je peux avoir votre numéro de permis de conduire?
Ah, puis là, tu dis, la police, oh non, la police appelle chez nous, il faut que je donne mon numéro de permis de conduire. Puis là, on le donne. Hein? Donc, c'est très, 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 très important. Si vous n'êtes pas certain, faites des validations. Si vous n'êtes pas certain, prenez le numéro de téléphone. Hein? Mais on ne rappelle pas avec le numéro de téléphone qu'il vous a donné. Hein? Parce que c'est son numéro de téléphone cellulaire, puis il est assis dans sa voiture, l'autre bord de la rue. Là. Donc, on s'en va voir dans le bottin, sur le Canada 411 ou quoi que ce soit, pour voir c'est quoi le vrai numéro de Desjardins. C'est quoi le numéro listé de la police. Parce qu'encore une fois, c'est garanti que si c'est un fraudeur, il vous a donné son numéro de téléphone cellulaire, puis il va répondre « Police de Gatineau, bonjour ». C'est garanti. Donc, un autre petit truc. Un autre petit truc. Les fraudes non technologiques. Donc, il y a d'autres fraudes aussi qui se passent présentement dans nos régions. Les lettres frauduleuses. Donc, ça se peut que vous recevez, puis ça inclut également les courriels d'hameçonnage. OK? Donc, lorsque vous recevez un courriel en vous disant votre service accédé vient à expiration, vite, 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 cliquez sur le lien suivant et donnez-nous toutes vos informations personnelles et confidentielles. C'est de l'hameçonnage. Votre service accédé n'expire pas. Même chose si on dit que c'est un enquêteur de Desjardins, dépôt chez vous à donner des informations. Donc, que ce soit par lettre manuscrite ou que ce soit par Internet via un courriel que vous recevez, on n'ira pas vous demander vos informations personnelles et confidentielles. Donc, on se dépêche, on met ça à la poubelle ou on renvoie ça à la compagnie, comme par exemple Desjardins. Puis là, je parle de Desjardins, ça se fait vraiment partout. Hein? Il y a eu une vague de fraude de Revenu Canada. Là, ça va être le temps des impôts là, après Noël. C'est tout le temps le fun. Et puis, il peut y avoir des vagues de fraude comme ça. Donc, la personne prétend être Revenu Canada, dit que votre dossier est incomplet, il manque des informations, puis ils vont aller à la pêche pour aller chercher des informations additionnelles. Donc, c'est le même principe. Aussitôt que vous recevez un courriel de la sorte, on ne répond pas, ignorez-le. OK? C'est tout. On l'ignore ou on l'envoie à la poubelle ou on peut également le renvoyer à l'organisme qui semble apparaître sur le courriel. Le coût du gros lot, mais regardez, ça c'est vieux comme le monde. Quand je disais qu'il y a deux motivations, la peur et l'appât du gain, bien ça en est un. Donc les fameux téléphones qu'on reçoit en disant « Vous avez gagné une croisière, félicitations! » Mais avant, on aimerait votre numéro de carte de crédit, votre date de naissance. OK? Donc, il faut tout le temps se méfier. Vous connaissez l'expression « Si c'est trop beau pour être vrai », parce que ça ne l'est pas. OK? Donc, souvenez-vous de ça quand vous recevez des appels comme ça. Fraude par chèque de paiement en trop. Ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y en a eu également pas mal dans la région, mais cette année, ça s'est calmé un petit peu. Je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés. La fraude de paiement en trop, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Vous voulez vendre votre ordinateur. Vous voulez vendre votre ordinateur, vous allez mettre ça sur Kijiji ou les petites annonces classées ou quoi que ce soit. Donc là, vous dites bel ordinateur flambant neuf à vendre pour 1000 $. Puis là, la même journée, parce qu'ils sont souvent très, très vite, ils vous appellent, puis vous dites « Oh, vous avez un ordinateur à vendre pour 1000 $? » Puis là, vous dites « Oui. » Bien, ça m'intéresse. J'aimerais acheter votre ordinateur. C'est que là, on dit « Colin, ça a été facile, ça. En une journée, j'ai eu le prix que je voulais, puis j'ai vendu mon ordinateur. » Donc là, la personne dit « Est-ce que je peux vous envoyer un chèque certifié ou un chèque visé? » Et puis là, vous dites, bien sûr, un chèque visé, c'est bon comme de l'argent. Et puis là, on vous envoie un chèque visé, et puis on vous dit, lorsque vous allez recevoir le chèque visé, vous n'avez qu'à m'envoyer la marchandise, donc à me retourner l'ordinateur. Donc, on reçoit le chèque visé, surprise, le chèque visé est pour 2000 $. Fait que là, on se dit, bien, j'ai-tu pogné le jackpot? Hein? Je viens de me faire 1000 $ de plus. Il me semble que ce n'était pas le prix qu'on s'était entendu, mais il me semble qu'on avait dit 1000 $. Et puis, dans les heures qui suivent, vous avez un autre téléphone qui dit « Hey, je m'excuse, avez-vous reçu mon chèque visé? » Là, vous dites « Mais bien sûr. » Puis il dit « C'est une erreur. On s'est entendu pour 1000 $, hein? Je m'excuse. J'ai fait le chèque visé pour 2000 $. Mais j'ai besoin de l'ordinateur. OK? C'est que je ne veux pas retarder la transaction. Tout ce que vous avez à faire, c'est de me renvoyer 1000 $ avec l'ordinateur. Le chèque visé, il est frauduleux. OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle la fraude par paiement en trop. Donc, ils vous ont donné 2000, on renvoie 1000 et notre ordinateur, puis on est encore dans le trou de 1000 $ en plus, là, parce que le chèque, il revient frauduleux, puis vous êtes responsable de l'effet dont vous transigez.
Donc, ça, c'est important. Si jamais ça vous arrive, non, on déchire ou on renvoie le chèque, vous allez m'en faire un, puis vous allez téléphoner, vous allez demander, vous allez appeler à la caisse, là, je regarde Joanne, vous allez appeler à la caisse, vous allez dire, peux-tu me valider ce chèque-là? Parce que la caisse peut appeler. On peut appeler l'institution qui a visé le chèque, on peut faire des vérifications, on peut appeler l'émetteur du chèque, on peut appeler plein de monde pour être capable justement de vérifier si c'est bel et bien la bonne histoire qu'on est en train de vous raconter. Faites attention. Hein? Quand c'est trop beau pour être vrai, là. La dernière, et non la moindre, l'arnaque des grands-parents. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de celle-là aussi. La police de Gatineau a fait une sortie dans les journaux par rapport aux arnaques des grands-parents. La OPP, de l'autre bord de la rivière, a fait des sorties également par rapport à les arnaques des grands-parents. Ça, ce qu'on fait, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous appelle, petit-fils, petite-fille, et puis là, on agit sur la peur. Premièrement, la ligne n'est pas claire. On n'entend quasiment rien. Ça a l'air de sonner comme dans une canne ou ça a l'air qu'il y a de la statique sur la ligne. Et puis là, on dit « Grand-maman, tu sais qui? » Ah ben oui, je sais c'est qui, certain. Hein? Et puis là, la petite fille ou la petite fille dit qu'ils sont dans le pétrin. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'argent, mais pas-en pas à maman puis à papa, tu sais comment ils sont, tu sais, en tout cas. C'est que là, ils montent un gros bateau comme ça et puis demandent de l'argent. Et puis, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour nos petits garçons et nos petites filles? Hein? Hey, ils sont dans le pétrin, puis souvent, ils disent qu'ils sont à l'étranger, ou souvent, ils disent... puis, n'oubliez pas que ces fraudeurs-là, ici, ça semble bien, bien simple, là, mais les fraudeurs, là, ils font leur devoir avant de vous appeler, là. Hein? Ils s'en vont sur le Facebook de Fiston, puis ils se rendent compte que Fiston, il est en train de voyager à travers l'Europe ou il est en train d'étudier à quelque part d'autre. Donc, ils font leur devoir pour être capables de vous donner vraiment les informations qui concordent bien avec l'histoire qu'il vous dit. OK? Donc, il faut faire attention, vérifier, valider. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. C'est certain que aussitôt, puis c'est tout le temps de l'argent que vous envoyez là, à l'international souvent, et puis aussitôt qu'on envoie une somme, ils vous rappellent parce qu'il y en veut d'autres. C'est qu'ils se disent, ça a fonctionné, je vais toujours bien me rasseyer encore une deuxième fois. Donc, on vous rappelle une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, jusqu'à temps, là, soit qu'ils vous vident le compte ou soit que vous vous dites, non, ça se peut pas, là, je vais faire mes vérifications. Donc, la fraude, l'arnaque des grands-parents est quelque chose, là. C'est le temps de Noël, c'est le temps des fêtes. Hein? Le temps des fêtes, là, je ne sais pas pourquoi, mais les fraudeurs, ils trouvent tout le temps que c'est une belle occasion là, pour faire de la fraude. On est tout le temps, tu sais, c'est une période festive, hein? C'est une période où, c'est une belle période, le temps des fêtes et les cadeaux et la joie, etc. Les fraudeurs sont là également dans le temps des fêtes. Donc, il faut faire attention, le temps des fêtes s'en vient. Donc, comme j'ai dit, quand c'est trop beau pour être vrai, bien, regardez, c'est probablement parce que ça ne l'est pas. OK? Donc, posez-vous la question et validez avec quelqu'un. OK? Petit coup de téléphone à la caisse ou parlez-en à un proche ou quoi que ce soit, validez avant de donner vos informations et de faire, faire des achats comme je vous ai dit tantôt. Donc, en aucun cas, Desjardins ne communiquera avec vous par courriel ou par téléphone pour obtenir des renseignements personnels et confidentiels. Encore une fois, très, très, très important. Et les courriels d'hameçonnage, là, puis je le sais qu'il y a une dame qui en a vu un la semaine dernière, sont rendus très, 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 très beaux. Donc, si je retourne un petit peu en arrière, là, il y a à peu près 6 ans, 7 ans, quand l'hameçonnage est apparu, c'était d'une qualité tellement incroyable qu'on savait tout de suite que c'était de l'hameçonnage parce que le logo n'était pas de la bonne couleur, tout était croche, il y avait des fautes d'orthographe dans le texte, c'est plus comme ça. OK? Donc, si vous pensez que si le logo est bon et il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est le vrai courriel. Ce n'est pas vrai parce qu'ils se sont énormément raffinés et puis sont rendus très, très, très beaux, les courriels d'hameçonnage. Vous avez dans votre petite pochette le dépliant qui s'appelle « Sécurité des moyens d'accès et de paiement » qui vient faire un résumé un petit peu de ce que j'ai dit ce matin. Vous avez également un autre pamphlet qui parle du vol d'identité. Hein? Ce n'est pas un cadeau. Je pense que la photo en dit... une photo vaut 1000 mots, hein? C'est ça qu'ils disent. Et ensuite de ça, vous avez un pamphlet sur les nouveaux billets en polymère. Donc, je vais terminer la présentation, puis ensuite, ça va être la période de questions. Je vais vous montrer un petit vidéo d'environ 3 à 4 minutes sur les nouveaux billets en polymère.
J'avais demandé à ma boss de me fournir un nouveau billet de 100 $ pour tout le monde, mais ça n'a pas passé pantoute. Donc, j'ai été obligée de me retrousser les manches là, puis de trouver une autre façon là, de vous montrer ça, les nouveaux billets en polymère. Vous avez déjà vu les 50 et les 100, OK, parce qu'ils sont sortis depuis quand même un bon bout de temps. La série des billets de 20 sortent présentement. OK, donc en novembre 2012, on est en train de sortir les billets de 20. Les billets de 10 $ et les billets de 5 $ s'en viennent en 2013. Donc, la Banque du Canada fait vraiment ça par étapes. Sur la crête de Vimy, en France, lundi de Pâques, 1917. Après une préparation minutieuse, alors que tout semble contre eux, plus de 100 000 soldats canadiens se lancent à l'assaut. Surgissant des tranchées, des abris et des tunnels, ils s'emparent d'une position allemande hautement stratégique. Mais cette victoire a un coût énorme. 10 000 Canadiens y trouvent la mort ou sont blessés. Aujourd'hui, le monument commémoratif du Canada à Vimy se dresse sur un terrain que la France a cédé à perpétuité au Canada en reconnaissance de la bravoure des combattants canadiens, hommes et femmes, et des sacrifices qu'ils ont consentis. La victoire remportée à Vimy a été déterminante non seulement pour l'issue de la Première Guerre mondiale, mais aussi pour l'histoire du jeune pays qu'était alors le Canada, en faisant naître chez lui un sentiment de confiance et en lui permettant de se définir en tant que nation. C'est avec une immense fierté que la Banque du Canada présente son nouveau billet de 20 $, qui souligne un grand exploit de l'histoire du Canada. Grâce à leurs éléments de sécurité d'avant-garde, les billets de banque canadiens sont faciles à vérifier et difficiles à contrefaire. Touchez le billet, examinez-le et regardez au verso. Voilà une façon simple de vérifier ces nouveaux billets de qualité supérieure. Premièrement, remarquez la texture lisse du billet. Celui-ci est fait d'un seul morceau de polymère. Touchez le billet pour sentir l'encre en relief sur le grand chiffre, les épaules du portrait, les mots « Banque du Canada ». Maintenant, examinez le billet. Vous verrez deux parties transparentes contenant des éléments de sécurité. La bande transparente et la feuille d'érable givrée. Dans la bande transparente, examinez le portrait à reflet métallique qui correspond au grand portrait, ainsi que l'édifice à reflet métallique. Examinez les détails de ces éléments, puis inclinez le billet. Les couleurs de l'édifice changent de façon marquée et celles du portrait de manière plus subtile. Autour et à l'intérieur de la bande transparente, vous pouvez voir des petits chiffres. Certains sont inversés. Certaines feuilles qui bordent la bande transparente la traversent. Regardez au verso du billet. Vous verrez que les éléments de sécurité dans la bande transparente ont les mêmes couleurs et détails qu'au recto. Il y a un autre élément de sécurité que vous pouvez vérifier si vous doutez toujours de l'authenticité du billet. Vous aurez besoin d'une petite source de lumière située à environ 1 mètre de distance. Repérez la feuille d'érable givrée au recto du billet et placez-la très près de votre œil. En regardant la source de lumière à travers la feuille d'érable, vous verrez apparaître un cercle formé de chiffres correspondant à la valeur du billet. Les billets en polymère sont non seulement plus sûrs que ceux en papier, ils sont aussi plus durables et dans des conditions normales d'utilisation, ils resteront en circulation plus longtemps. Les nouveaux billets de banque canadiens en polymère. Sûrs, durables, novateurs. Alors voilà, ça c'est les nouveaux billets en polymère. Comme je vous ai dit, là, la série 5 et 10 s'en viennent l'année prochaine. La Banque du Canada va retirer tranquillement les billets de 50 et de 100 $. Mais c'est important aussi de vous dire que ça ne veut pas dire qu'ils sont plus bons, hein? Puis il n'y a pas de date d'échéance non plus. Ils vont toujours être bons, vos billets de banque. Sauf que la Banque du Canada n'en émettra plus et essaie de rapatrier ceux qui sont sur le marché. Les billets de 20, présentement, vont continuer à être en circulation jusqu'à avis contraire. Donc, on a vu également des genres de tangentes où les gens changeaient leurs vieux billets pour avoir des nouveaux billets ayant peur qu'ils ne valent plus grand-chose. OK? C'est faux. Donc, il faut faire attention. Là, venez pas changer là, vos billets juste à cause que vous pensez que la valeur ne sera plus là.
parce qu'ils vont toujours être bons, vos billets de banque. Ça nous a un petit peu préoccupés parce qu'il y a des régions où les montants étaient tellement gros qu'on disait, Caroline, la sécurité, c'est parce que c'est pour votre sécurité aussi. Là, quand on se promène avec de l'argent comptant, là, on parlait de vol d'identité, il y a du vol aussi qui peut se faire, là, donc ce n'est pas sécuritaire aussi, se promener avec des grosses sommes d'argent, et c'est très à risque pour vous. Donc, ça nous a un petit peu inquiétés quand on a commencé à voir ça, là, puis on a dit non, il faut vraiment que les gens sachent là, que votre argent ne perd vraiment pas sa valeur. Donc, moi, j'ai terminé, mais j'attends vos questions, par exemple. OK, on va juste attendre un peu avant la période de questions. On va conclure l'émission pour la télé. Alors, merci beaucoup, Mélanie Baillargeon. Vous avez aimé ça? Super. Donc, un merci au Mouvement des Jardins, Caisse populaire Cœur des Vallées, Joanne Portelance également. Et je tiens aussi à remercier les dames du Centre du Sourire qui vous accueillent, qui préparent la petite collation. Merci beaucoup, mesdames. Oui. Merci aussi aux journaux qui font la diffusion de nos informations, qui propagent la bonne nouvelle, comme le bulletin Le Droit. Il y a le portail de Buckingham aussi, le site web de Buckingham où ils annoncent toutes nos choses quand je les envoie, et la télévision communautaire qui aussi permet de revoir les conférences à la télévision. Je ne peux pas vous donner la date qu'elle sera diffusée, là, mais vous pourrez toujours appeler à la TVC. Ils vont vous donner l'information ou regarder à votre horaire sur la télévision. Je vous invite à la prochaine matinée conférence qui va avoir lieu le mercredi 12 décembre à 10 h. Et cette fois-ci, on parlera de l'agisme. Est-ce un mythe ou une réalité? Parlons-en. Alors, moi, je vous invite à être là en grand nombre et je vous invite aussi, je ne me rappelle plus par cœur de la date, mais il va y avoir également une émission de télévision Génération qui traite du sujet de l'agisme également, avec les mêmes conférencières que nous. On a fait un genre de gros happening là-dessus parce qu'on trouve que c'est important d'en parler de l'agisme. Donc, vous vérifierez, il va y avoir une émission en télévision Génération également fin novembre, début décembre pour que ça soit dans les mêmes dates. Alors, sur ce, moi, je vous dis, ne quittez pas, parce que pour ceux qui étaient présents à la conférence, il y a des tirages de prix de présence. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon retour. Merci tout le monde. Au revoir. On se voit à la prochaine conférence.